Bonjour à tous, j'espère que la petite pause du midi a fait du bien. On est reparti là, pour le dernier droit, donc les dernières conférences de ce bel événement TAG. Et la prochaine conférence a pour titre « Le microscope et le télescope, l'art de faire du marketing local, mais à grande échelle ». Le commerce local n'aura jamais été autant mis en valeur qu'au cours des derniers 18 mois. Les entrepreneurs locaux sont excellents à mettre en valeur leurs produits auprès de leur clientèle de quartier. Mais que se passe-t-il lorsque vous avez 10, 100 ou encore 1000 succursales et que vous faites partie du paysage de centaines de quartiers? Comment garder l'essence du commerce local à une si grande échelle? Pour répondre à cette question, on aura avec nous Marc-Antoine Lemay. Diplômé en génie informatique de Polytechnique, Marc-Antoine agit à titre de directeur de compte depuis 2012 pour DAC. Avec une expérience diversifiée en marketing numérique, il est actif dans l'industrie depuis maintenant près de 15 ans, ayant agi au début comme développeur applicatif, ensuite comme gestionnaire de projets web. Aujourd'hui, Marc-Antoine accompagne un éventail de clients comme EconoFitness, Couche-Tard, Dollarama dans leur planification stratégique, dans l'optimisation locale, leur campagne média et leur stratégie de contenu, le tout dans l'atteinte de leur objectif de performance. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir Marc-Antoine Lemay. Merci. J'ai choisi le microscope et le télescope parce que je vais parler aujourd'hui du micro et du macro, puis je pensais que c'était une belle illustration de la chose. Mon parcours, en fait, a commencé il y a plus d'une quinzaine d'années, comme a été dit en introduction, en étant un développeur. J'ai un background de génie informatique. Et en fait, je me suis jamais trouvé là-dedans. J'ai jamais été intéressé par écrire du code assis dans mon sous-sol à 2 heures du matin en train de débugger une application. Ce qui m'a toujours plus fasciné, c'était l'interconnexion entre la machine et l'humain. Comment l'humain peut augmenter ses capacités ou peut mieux travailler avec la machine. Puis surtout, comment est-ce qu'on a trouvé l'idée de faire interagir ces deux systèmes-là? On pense aujourd'hui à des compagnies comme Google et autres qui ont développé toutes sortes de technologies très avant-gardistes, l'avancée de l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, etc. Des grands mots savants qui, en fait, peuvent être basés sur des grands principes de biologie. La biologie, c'est une machine qui est fantastique parce qu'en fait, elle a pris des milliers d'années à évoluer et donc, on peut essayer de comprendre et imiter ces comportements-là. Donc, moi, je trouve ça fantastique aujourd'hui qu'on puisse parler à un assistant comme Google sur son téléphone, poser une question, qui puisse comprendre d'une certaine façon le langage qu'on utilise, plus souvent qu'autrement, et ensuite être capable de déchiffrer la question derrière, aller trouver la réponse et rapporter la réponse. Puis souvent, c'est une réponse qui fait du sens, mais des fois, c'est même une réponse à une question qu'on n'a pas tout à fait posée ou qu'on ne pensait pas se poser. Et c'est ça qui me fascine, et ce, depuis plus de 15 ans. Et je suis très excité aujourd'hui de pouvoir travailler dans un contexte où on peut faire du marketing très, très local, mais à grande échelle. Donc, je vais faire un petit détour par la biologie. Vous allez voir, ça va toujours faire beaucoup de sens au niveau du marketing. Donc, la biologie, c'est vraiment une machine merveilleuse. Si on essaie de comparer les morceaux fondamentaux de la biologie, on pourrait comparer l'ADN au logiciel dans lequel toute la séquence est programmée. On pourrait comparer les protéines comme étant réellement les morceaux de construction qui font que tout existe alentour de nous. Et on pourrait regarder les cellules comme étant des petites usines qui font que tout ça est possible. Donc, je vais commencer mon parcours avec les cellules. On ne sait pas trop comment c'est arrivé. Je suis loin d'être un expert là-dedans, j'ai étudié en informatique. Mais au début, il y a eu la cellule. Des atomes qui se sont organisés. On ne comprend pas trop pourquoi. La cellule a émergé, puis on ne comprend pas trop sa fonction, pourquoi elle existe, comment est-ce qu'elle a fait pour survivre dans tout ce processus de sélection naturelle-là. Chose certaine, je ne suis pas un biologiste, mais on peut voir au niveau de la cellule, il y a un noyau, là où l'intelligence se passe. Puis il y a une espèce d'interface, une couche avec l'extérieur qui lui permet d'interagir avec son monde. Des fois, il y a des cellules qui peuvent être complètement indifférentes l'une de l'autre. Des fois, des cellules qui peuvent avoir certaines affinités, puis carrément des cellules qui ne s'entendent pas et qui se font la guerre. Ceci dit, les cellules, pour être capables de survivre et pour être capables d'évoluer, ce qu'elles font, c'est qu'elles se multiplient et elles se spécialisent dans le but de résister aux pressions extérieures et aux principes de base de sélection naturelle. Plein de cellules ensemble se rassemblent pour faire un être fantastique qui est l'être humain.
une augmentation de complexité du système, mais c'est les mêmes principes biologiques de base qui restent. Donc, si j'ai un problème avec mon œil ou avec mon bras, c'est qu'à quelque part, certaines cellules n'ont pas fait leur travail comme il faut ou qu'il y a des problèmes dans la matérialisation de mon œil ou de mon bras. On peut remarquer aussi dans la construction de l'humain une spécialisation. Donc, tout le centre de contrôle est maintenant rendu au niveau du cerveau. On a aussi développé plusieurs sens pour communiquer avec l'externe puis pour voir ce qui nous arrive, les yeux, l'odorat, l'ouïe. Ça nous permet de détecter du danger, ça nous permet de voir beaucoup plus loin et d'être capable d'anticiper ce qui s'en vient un peu. On a développé aussi des sens comme la parole qui nous permettent d'interagir, de collaborer, de participer puis d'échanger. On a aussi développé d'autres sens comme le toucher qui nous permettent d'entrer en relation puis qui nous permettent d'être plus proches les uns des autres, le côté un peu plus feeling. Mais à la base, on est toujours basé sur des principes de biologie. Je prends un autre grand pas, je mets plein d'humains ensemble puis on s'élève au niveau de la planète Terre. On a l'émergence de phénomènes qui étaient complètement nouveaux, qui ne faisaient aucun sens de mesurer ou de voir à si petite échelle. Des choses comme l'économie, le tissu social, la pauvreté, etc. Mais c'est tous, encore une fois, des phénomènes qui sont régis par des êtres humains qui collaborent entre eux. Les êtres humains ont la capacité de s'aimer et la capacité de faire la guerre. Je suppose que c'est vrai au niveau des cellules aussi, je ne sais pas pour la question de s'aimer, mais certainement au niveau de faire la guerre. Si on était pour prendre un autre grand pas de recul puis augmenter encore le niveau de complexité, on arrive au niveau de l'univers. Là, on semble être très, très loin de la petite cellule originale, mais pas si loin que ça dans les faits. On a l'émergence de nouveaux phénomènes qui étaient impossibles à mesurer avant, puis dont on n'avait même pas la connaissance. Des choses comme des trous noirs, puis le temps, puis l'espace, toutes sortes de choses fantastiques au niveau scientifique, qu'un humain ou une personne normale n'a absolument pas les connaissances scientifiques pour même comprendre si elle comprend ou pas. Ceci dit, quand on creuse un petit peu plus, on est un petit peu curieux sur le sujet, il y a des phénomènes de mécanique quantique qui émergent, puis qu'on peut voir des étoiles tourner, puis des forces, puis l'espace s'étendre. Mais quand on comprend bien la science derrière ça, on se rend compte que c'est des phénomènes qui s'appliquent aussi à l'atome, qui à la base étaient les berceaux de construction d'une cellule. Donc, même si on prend un pas de recul très, très loin, on est encore régi par les mêmes phénomènes. Pourquoi le microscope et le télescope? C'est en fait le même instrument, un long tube, des miroirs, puis des lentilles. C'est juste une question de perspective. Le microscope permet de voir très, très proche et le télescope permet de voir très, très loin. Je vous promets, ça va faire du sens avec du marketing. Je vous donne un exemple extrêmement spécifique. Un partenaire de longue date du groupe DAC, qui est Couche-Tard, a un réseau de points de service partout dans le monde, mais il a commencé avec un emplacement. Un emplacement, si ma mémoire est bonne, c'est à Saint-Jérôme. Et cet emplacement-là, on ne sait pas pourquoi il est arrivé, comment l'idée est arrivée, comment ce point de service-là, cette compagnie-là a émergé. Pas tout à fait clair. Comment ça se fait qu'elle a réussi à se démarquer, à survivre face à la compétition et à la pression? Ça non plus, ce n'est pas très clair, parce qu'il y avait déjà une offre de service qui était relativement bien établie. Mais à la base, il y avait un noyau, il y avait de l'intelligence, il y avait une idée, il y avait un modèle d'affaires qui était en train de se développer. Puis il y avait une interface avec l'extérieur qui pourrait s'apparenter à la devanture du magasin. Et puis, à partir de ce moment-là, le consommateur a commencé à interagir avec. Il y en a qui ont aimé la marque, il y en a qui étaient absolument indifférents de la marque, puis il y en a qui étaient complètement contre et en guerre contre la marque. Mais on est toujours à la base un emplacement. Puis ça, c'est mon exemple de la cellule de tout à l'heure. On augmente la complexité du système un peu, puis on commence à ajouter des emplacements. Donc, on n'est pas très, très loin du local, on n'est pas très loin de cet emplacement-là, mais on commence à avoir plus de spécialisation. On commence à rentrer dans un monde où il y a une interface extérieure qui protège contre les assauts de la compétition. On a un sens de centre d'excellence intérieur qui permet de développer puis d'affiner sa stratégie. On a aussi toute une diversité de clientèle, plus on étend notre réseau, qui nous permettent de ressentir, de toucher, d'avoir beaucoup plus de données pour comprendre le consommateur. Puis la diversité du réseau fait aussi qu'on peut développer des partenariats qui sont beaucoup plus profonds pour permettre de continuer à grandir comme entreprise. Ça, c'était mon exemple de la planète Terre. Mon grand pas qui suit est rendu au niveau global. Donc, c'est une entreprise qui a plus de 10 000 points de service sur la planète Terre. Et là, on est au niveau de l'univers de tout à l'heure, où des nouveaux phénomènes qui étaient impossibles de mesurer, même qui n'existaient pas à plus petite échelle, commencent à émerger. Des choses comme la chaîne de logistique, des choses comme une lourdeur administrative. On parle aussi de chevauchement de compétences, et etc., etc.
Mais à la base, toute cette complexité-là revient à un emplacement local, puis revient à comment on était capable de le mesurer au niveau local. Et le consommateur n'a pas nécessairement toute cette connaissance-là. Il ne comprend pas tous ces défis-là logistiques. Lui, il veut interagir avec son emplacement local. Donc, c'est important pour une entreprise de ne pas perdre de vue le consommateur, même si on est en position d'expansion globale. Puis en fait, c'est un super bon exemple, Couche-Tard, de cette approche locale-là. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais rapidement paraphraser. Je ne suis pas dans le cercle intime d'Alain Bouchard, mais j'ai lu sa biographie. Et voici un peu la petite histoire. C'est une entreprise qui est fondamentalement ancrée dans le local. Et avant de procéder à un achat, une expansion, ils allaient se déplacer physiquement dans chacun des commerces, puis essayer de trouver des bugs, quelque chose qui ne marchait pas avec le commerce, au niveau des étalages, au niveau de leurs livres comptables, etc. Puis quand ils avaient flairé la bonne affaire, bien, il allait voir le propriétaire, puis il disait « Ton entreprise se dirige dans le mur ». Il rachetait l'entreprise pour, je suppose, une bouchée de pain, sachant très, très bien ce qu'il était capable de corriger. Il corrigeait, et ensuite, le point de service de l'entreprise devenait extrêmement rentable. Et ça a été leur modèle d'affaires, et ça a été ce qui a vraiment fait leur succès. On les connaît aujourd'hui pour être une entreprise extrêmement rigoureuse, mais cette rigueur-là vient de leur tout début puis de leur fondement. Puis c'est une entreprise qui est fondamentalement locale, puis c'est pour ça qu'on s'entend si bien, puis c'était une connexion si naturelle entre DAC et Couche-Tard. Nous sommes réellement une entreprise locale avec une perspective globale de performance. Puis le mot care, ici en anglais, la traduction française n'y fait pas tout à fait honneur. Ça peut être un soin local, ça peut être un souci local, ça pourrait être une attention, une collaboration locale. Chose certaine, le côté performance globale, c'est quelque chose qui est assez clair, l'atteinte des objectifs d'une entreprise. Mais on ne pense pas que c'est juste atteindre des objectifs au niveau global qui est important, mais on pense aussi que c'est la somme successive des objectifs locaux qui font le succès d'une entreprise. Un exemple très, très clair de ce soin-là et de cette attention-là, je prends l'exemple de Patrick Leboucher. Alors, Patrick Leboucher est dans le quartier Villeray à Montréal. Patrick Leboucher a sa boucherie depuis les années 90. Patrick Leboucher connaît très, très bien sa clientèle locale, sait exactement comment la servir, s'est adapté aux allées et venues démographiques, l'apparition de familles, la gentrification. Il a tout vécu ces changements-là dans les dernières années, puis il a su adapter son offre de service en conséquence. Par exemple, quand il a vu des gens commencer à rentrer de plus en plus tard, des gens seuls qui finissaient de travailler, bien, il a décidé d'étendre ses heures de service, puis d'augmenter la qualité de ses produits, la quantité de ses produits, avoir des prêts à manger, etc., pour servir ce besoin-là. Très, très, très connecté avec sa clientèle. Patrick Leboucher est aussi très connecté avec sa clientèle en termes de service. Si Julie, une de ses clientes préférées et régulières, rentre avec un problème, avec un morceau de viande qu'elle a acheté ou peu importe, il ne pensera pas 2 secondes, il va lui prendre, il va jeter ça aux poubelles, il en donne un nouveau morceau, il donne un ananas en plus pour qu'elle parte en paix. Il sait comment fidéliser sa clientèle. Maintenant, je vous amène à un autre type de comportement qui a émergé dans les dernières années. Donc ça, on a toujours eu ça, le service à la clientèle sur place. Mais maintenant, le service à la clientèle ressemble à ceci. Des gens qui vont en ligne pour louanger ou pour se plaindre de services qu'ils ont reçus dans un emplacement. Il faut que Patrick Leboucher soit en mesure d'écouter ça. Puis, vous allez me dire, c'est assez simple, quand on a un emplacement, on reçoit des commentaires, on est capable d'y répondre. Mais pensez à une entreprise qui offre, mettons, de la nourriture. Je vais prendre un exemple IGA ou un exemple comme Métro, qui a des centaines de points de service au Québec. Comment faire en sorte que toute cette attention-là locale ne soit pas perdue, mais qu'on gagne une efficacité à l'échelle globale? Les avis, qu'on le veuille ou non, sont là pour rester. Et c'est le nouveau service à la clientèle. Ignorer le problème, ignorer les avis, ça ne réglera pas le problème. Au contraire, ça risque de créer un effet d'entraînement. Et ce n'est pas un phénomène qui est marginal non plus. Presque tout le monde, 93% des gens sondés dans les derniers sondages ont dit qu'ils avaient utilisé les commentaires ou s'ils étaient référés pour être capables de choisir un produit, un service ou une entreprise avec qui faire affaire ou faire transaction. Puis 94% des gens sondés ont aussi dit que suite à un moment donné dans leur vie, suite à la lecture d'un commentaire, ils ont changé d'avis par rapport à un produit, service ou entreprise parce que l'avis était défavorable à l'activité qu'elle allait entreprendre. On parle non seulement d'avis, mais on parle de notes aussi, donc les commentaires qui sont écrits, mais aussi les notes qui sont laissées.
Et le consensus semble être que 3,3 étoiles sur les 5 étoiles possibles semble être le point de cassure entre ça va bien et ça va mal. Pourquoi 3,3? Je ne sais pas. Le sondage a donné ça, mais je peux essayer de vous faire un exemple d'un... Je vais vous faire un exemple. Donc, vous sortez votre famille, allez manger du sushi à un restaurant, et vous trouvez le restaurant de sushi proche de chez vous, puis il y a une note de 2 étoiles. Allez-vous manger du sushi là? Moi, non, parce que j'ai probablement peur d'attraper la salmonellose ou je ne sais pas trop quelle autre bactérie qu'il y a là. Pourquoi un restaurant aurait 2 étoiles comme note de sa clientèle? Ça fait un peu peur. Donc, ce n'est pas juste une question de note, il y a aussi une question de volume d'avis. Si c'est un usager qui n'a pas aimé le service, puis tous les autres étaient très, très, très contents en tant que consommateur, je peux faire la part des choses. Puis quelle meilleure façon d'augmenter ces avis qu'en y répondant, puis aussi en les sollicitant de nos clients. Comme j'ai mentionné, ignorer le problème, ce n'est pas la solution. Si bien que 15% des gens auxquels vous ne répondez pas ou qui voient des commentaires non répondus pourraient décider de changer d'entreprise ou changer de compagnie pour acheter leurs produits ou leurs services parce qu'ils sentent qu'ils vont mal se faire servir ou être répondus dans leur service à la clientèle. Puis non seulement ça, si vous vous donnez la peine de répondre, si vous donnez la peine de donner ce soin local-là, 33%, un tiers des gens vont retourner par la suite pour changer leur note. Soit ils vont effacer leurs commentaires parce que vous avez adressé leur problème, ou bien pour mettre à jour leur note et vous donner une note qui serait plus favorable. Évidemment, c'est facile quand on a un emplacement. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça à très, très grande échelle? On a pris un exemple d'un de nos clients qui avait un volume de commentaires assez important pour se poser la question. Et on a commencé à découper quel genre d'avis, quel genre de commentaires il recevait. Fait que la grille a l'air à peu près de ça. Donc, 4 ou 5 étoiles reçues sur leur fiche Google, avec ou sans mots écrits, donc avec ou sans commentaires texte écrit. L'autre catégorie en dessous, on a pris les 1, 2, 3 étoiles qui avaient pas de texte, donc tout simplement quelqu'un qui laisse une étoile, puis on sait qu'il a manifesté un certain désintérêt ou une certaine frustration par rapport au service reçu, mais on ne sait pas trop pourquoi. Puis ensuite, des 1, 2 ou 3 étoiles avec des commentaires écrits, donc supposément une description du problème ou de la situation qui a été vécue. Vous voyez les mots automatisation et réponse manuelle, c'est sûr que quand vous pensez automatisation, on dit, bon, ça y est, on s'élève au niveau de l'univers, tout devient beige, gris, on perd la connexion avec la personne localement. Oui, mais non. Il y a moyen d'être quand même assez astucieux et de faire ça. Si quelqu'un a donné 5 étoiles et a dit merci, qu'est-ce que ça coûte de dire de rien ou on se voit la prochaine fois? Quel genre de bris local on peut faire expérience là? Pas vraiment. Ça fait quand même du sens de répondre à cette personne-là. Puis de juste lui dire merci, revenez la semaine prochaine, évidemment dans le ton et dans l'image de votre marque, etc. Même chose pour des commentaires, 1, 2 ou 3 étoiles. Les gens n'ont clairement pas aimé le service qui a été rendu à ce moment-là, mais ils ne disent pas pourquoi. On peut très bien être compréhensif et dire on est désolé, on espère que ça va mieux se passer la prochaine fois, appelez-nous pour donner plus de détails. Puis on n'est pas en train encore de briser cette espèce de lien-là local. On n'a pas l'air tout à fait gris ou beige ou abstrait. Là où le bas blesse, c'est vraiment quand les gens se sont donné la peine d'écrire des commentaires et de vous expliquer la situation exacte qu'ils ont vécue. Automatiser ça aurait l'air tout à fait faux, aurait l'air mécanique, puis on serait en train de briser la promesse locale qu'on a. Et donc là, ça serait beaucoup plus pertinent de répondre manuellement aux gens. Quand on fait l'addition de tout ça, on se rend compte que plus de 90% des choses ont un potentiel d'être automatisées. Ça laisse un petit 10% où il faut vraiment se creuser les méninges puis se mettre les mains dedans. Encore là, si vous êtes une entreprise qui a un seul point de service, puis vous avez un commentaire ou 2 par jour, bof, on se donne le temps, on se donne la peine. Mais pensez à une entreprise multinationale avec plein de points de service et 50 000 commentaires qui rentrent par année, puis automatiquement, il faut tomber dans un scénario comme ça où on arrive à en faire plus avec moins. Puis surtout de mettre le capital humain où est-ce qui est le plus important et pertinent. On assiste vraiment à une transformation, puis transformation, c'est peut-être un petit mot, c'est plus une évolution de notre façon d'interagir avec les machines, avec les objets et avec la technologie. Et on se retourne beaucoup vers Google pour poser toutes sortes de questions, pour s'informer, pour s'éduquer, pour s'amuser, pour se plaindre.
J'appelle plus ma mère pour lui poser des questions, je vais vers Google. Il y a probablement une banque d'informations beaucoup plus pertinente pour répondre à ma question. Et Google est particulièrement bon pour comprendre ce que je cherche et me donner la réponse à ma question. Que ce soit une recherche à très, très haut niveau, comme par exemple, qu'est-ce qui serait la robe appropriée à porter pour un événement soirée, ou carrément jusqu'au moment où il y a un intérêt d'achat. Dès que Google détecte qu'il y a un intérêt d'achat, soit explicite ou implicite, comme dans cet exemple-là, l'exemple est plutôt implicite que c'est ça que je cherchais. Je cherche plus à consommer qu'à m'informer. Automatiquement, Google rentre en jeu avec ses annonces. Évidemment, c'est leur modèle d'affaires, c'est ça qui fait leur succès, mais avec toute la composante locale aussi, parce que le local est très, très, très rattaché au comportement d'achat. 46 %, près d'une recherche sur deux sur Google sont de nature locale et près de 80 % des recherches locales mènent à une forme de conversion. Ça fait du sens. Si vous cherchez un électricien à Villeray, ce n'est pas pour savoir si les types de formations offertes à Villeray, c'est probablement que vous avez un problème électrique chez vous. Si je fais juste chercher électricien, peut-être que je cherche la formation, peut-être que je cherche à savoir c'est quoi, s'il y a un ordre professionnel, etc. Mais dès que la ville, dès que l'emplacement, le lieu rentre en jeu, on est beaucoup plus dans un phénomène de consommation où je veux que quelqu'un se déplace ou je veux interagir avec quelqu'un pour faire une transaction. Et le chiffre le plus surprenant, c'est que 56 % des gens, des entreprises, ne gèrent pas leur fiche locale. Comment un consommateur fait pour vous trouver s'il n'est pas capable de vous voir sur la carte si votre nom, adresse, numéro de téléphone ne sont pas placés? Le nom, l'adresse, numéro de téléphone, c'est ce qu'on pourrait définir comme étant l'ADN de tout ça. Sans ça, un consommateur a beaucoup, beaucoup de misère à vous trouver. Pensez juste à jadis, ceux qui ont l'âge ici pour ça, les bottins téléphoniques, on cherchait par ville, on cherchait par nom. Impossible de vous retrouver si vous n'avez pas ça comme il faut. Mais ça se trouve être la base de l'optimisation locale. On retrouve notamment sur des fiches ces informations-là, nom, adresse, numéro de téléphone, mais aussi un paquet d'autres attributs, informations qui pourraient, en tant que consommateur, être très, très, très utiles. Par exemple, une description de l'entreprise, par exemple, des heures d'ouverture. Des fois, il y a même des heures d'ouverture spéciales pour les personnes âgées ou pour le ramassage en magasin quand le magasin est fermé, etc. Il y a même certains attributs qui vont être plus spécifiques à votre type d'entreprise. Je pense notamment à des restaurants qui pourraient avoir des éléments de menu ou de la commande en ligne ou des partenaires de livraison comme DoorDash puis Skip. Ou carrément pour du commerce de détail, on pourrait avoir des fiches produits qui montrent l'inventaire local d'un certain produit dans le magasin qui est visé. Mais tout ça est fait dans le but d'offrir aux consommateurs plus d'informations et cette information-là doit être précise au niveau local. Sinon, ça crée énormément de frustration et de friction au moment de la transaction. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer ces informations-là de base à très, très grande échelle? La majorité des entreprises qui ont une complexité ou un grand inventaire de points de service ont automatiquement pensé à automatiser. Je dirais le point central de toute cette automatisation-là serait à la base la base de données. Puis je l'ai appelé base de données parce que ça peut être une petite entreprise qui a un système maison, un système de peu de valeur, où on peut parler de très, très grandes entreprises qui ont des CRM ou des ERP très évolués, là, des Salesforce, des SAP, des choses comme ça. Une fois que cette base de données-là est en place, puis qu'on pense à automatiser tout le reste de la chaîne de transmission, bien, c'est là que le capital humain rentre en jeu, puis il peut se concentrer sur la quantité et la qualité des données, plutôt que de faire passer de l'information d'un système à l'autre. Ensuite, il y a une série de transformations, de transmissions, d'échanges entre des systèmes. Puis en théorie, les données arrivent dans un système de gestion de présence locale. Ensuite, qui est un petit peu manipulé, qui est adapté pour les différents besoins, puis qui ensuite va vers les outils de map qu'on connaît comme Apple, Facebook ou Google. Je mentionnais le capital humain parce que c'est ce qui est vraiment le plus coûteux dans toute cette chaîne-là. Mettre en place l'automatisation a un coût de départ qu'il faut quand même calculer puis planifier, puis le coût de maintenance par la suite qui est négligeable par rapport au coût de tout le système. C'est vraiment le capital humain qui reste la chose la plus dispendieuse dans la chaîne. Puis donc, on veut mettre le capital humain où est-ce qui est le plus important, qui est au contrôle de la qualité et au contrôle des données. C'est clair qu'il va y avoir des erreurs qui vont se produire dans le système, mais c'est là que les gens ont le plus d'impact sur la transmission locale d'informations jusqu'à la fiche locale que j'ai montrée tantôt. Si vous me suivez dans ça aussi, il y a moyen de prendre ces données-là et de les envoyer sur le site Web. C'est juste une autre interface, une autre façon de communiquer l'information aux consommateurs.
série différente de transmissions, mais en gros, dès qu'on possède l'information, on est capable de la transmettre à peu près sur n'importe quelle plateforme. Ce qui m'amène à parler des pages locales. Les pages locales d'un site Web sont une super belle porte d'entrée et souvent se trouvent à être la porte d'entrée pour le local pour votre entreprise. Quand on compare les statistiques des outils d'analytique Web déployés chez nos clients, on se rend compte souvent que le trafic qui rentre par les pages locales est souvent de meilleure qualité, présente un meilleur engagement, un meilleur temps de visite sur le site Web, un meilleur nombre de pages visitées, donc les gens visitent 1, 2, 3, 10 pages, et un meilleur taux de rebond aussi. Donc, un taux de rebond, c'est quand quelqu'un arrive, regarde une page et rebondit, quitte le site. Donc, c'est moins fréquent quand les gens entrent par les pages locales. Ça démontre vraiment un engagement qui est supérieur. Ceci dit, l'expérience locale sur les sites Web est souvent à travailler, puis il y a souvent un élément de friction là. En travaillant avec plusieurs de nos clients, notamment TGI Fridays aux États-Unis, on s'était rendu compte que leur infrastructure Web était correcte, mais qu'il y avait vraiment, comme je mentionnais, un point de friction au niveau des pages locales. En regardant leur infrastructure, leur site, etc., il y avait un certain module, une certaine façon de fonctionner pour permettre aux usagers de faire de la recherche directement sur le site. Donc, par ville, par emplacement, par point d'intérêt, par état, peu importe, l'information ressortait. Mais l'information était souvent brisée ou du moins était beaucoup moins pertinente quand on regardait les pages locales. C'est important pour les pages de se classer sur Google pour qu'on puisse les trouver quand quelqu'un fait une recherche, mais aussi c'est important qu'elles soient trouvables quand les usagers font des recherches sur le site. Pourquoi je parle de pages locales et pourquoi je parle d'importance d'inclure l'information locale? C'est que ce n'est pas juste important de se faire classer par Google, que les gens sur Google soient capables de trouver nos pages, mais c'est important aussi d'apparaître, puis de sembler pertinent. Si Google reconnaît ma page, mais est classée en page 418 des résultats de recherche, vous êtes à peu près mort. Il n'y a personne qui va se rendre jusqu'à là. Donc, la position est aussi importante que le fait d'exister ou pas. On mentionne le top 3 comme étant une zone payante, une espèce de règle du pouce, parce que dans les résultats de recherche dans les maps, ça défile un peu à l'infini. Mais dans mon exemple de Rob que vous avez vu plus tôt, dès que Google comprend ou infère un comportement d'achat local, automatiquement les cartes embarquent et souvent l'espace réservé, c'est 3. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un peu la zone payante. Puis on le voit dans les statistiques, les taux de clics, l'engagement avec ces différents éléments-là augmente radicalement, un peu comme une courbe de bâton de hockey. Donc, on veut vraiment travailler à optimiser et à favoriser la présence le plus haut possible dans les résultats de recherche. Comment est-ce qu'on fait ça à l'échelle? Encore une fois, je me ramène à mon emplacement unique, mon Patrick Leboucher. Il va peut-être aller faire des recherches à la main lui-même. Ce n'est vraiment pas une bonne méthode pour ceux qui se connaissent un peu en marketing, mais en l'absence d'outils professionnels, OK, ça passe. Mais imaginez 1000 points de service dans différents pays, dans différentes langues, dans une compagnie qui a fonctionné par fusion-acquisition, expansion organique. Ça devient vite ingérable et en fait, la donnée manuelle va être par définition fausse. Donc, on a développé dans notre outil de gestion de présence locale une technologie et des rapports qui nous permettent de comprendre exactement comment on se classe de manière complètement agnostique, donc pas manuelle, c'est une machine qui fait le travail, non seulement au point de service ou dans les environs, mais aussi à une certaine distance. Si je suis au coin de Sainte-Cathe et Saint-Denis, puis mon emplacement se trouve pas loin de là, peut-être que j'aurai un intérêt à comprendre comment je me classe au coin de Saint-Denis puis Rachel, qui n'est pas si loin que ça à distance de marche. Je vais peut-être avoir d'autres compétiteurs qui vont prendre la place là. C'est quand même important que j'apparaisse haut dans les résultats de recherche à cet emplacement-là aussi. Donc, la technologie, ce qu'elle permet de faire, encore une fois, à très, très grande échelle, c'est de comprendre le classement local, le classement dans les environs, puis de comprendre la compétition. Contre qui je compétitionne localement? Est-ce que c'est une grande bannière organisée ou est-ce que c'est plein de petits joueurs qui rendent la chose beaucoup plus difficile à optimiser? Suite à avoir un rapport qui sort comme ça avec des centaines et des milliers d'emplacements, on peut commencer à prioriser parce qu'évidemment, on ne fait pas juste se lancer là-dedans les yeux fermés. Soit qu'on identifie des emplacements qui étaient tout juste sur le bord d'arrivée, position 4, 5, 6, puis on essaie de les pousser en position 1, 2, 3. Soit qu'on prend ceux qui étaient en position page 412, puis on essaie de les faire exister, ou on peut se concentrer aussi sur les priorités d'affaires des clients des entreprises. Donc, par exemple, ils viennent d'ouvrir un nouvel emplacement, c'est le flagship, il faut absolument que ça apparaisse, puis que ça soit beau pour que les gens le trouvent. Après ça, une fois qu'on a compris comment optimiser l'ordre dans lequel et la priorité dans laquelle optimiser, il faut comprendre qu'est-ce qu'on peut toucher.
Puis ce qu'on peut toucher, bien, j'en ai parlé avant. Les 2 tiers de nos efforts en tant que gens de marketing sont concentrés sur ces 3 choses-là. Les fiches Google My Business, donc avoir l'information locale complète, les avis, les commentaires, puis les pages locales. Puis le poids de chaque chose a changé au fil du temps. Google a appris des comportements consommateurs, a appris de leurs attentes, puis s'est adapté en conséquence. En 2015, quand on a commencé à offrir ces services-là, on disait aux gens, allez mettre des photos sur vos fiches, c'est super, puis etc. Aujourd'hui, ce n'est même plus quelque chose qu'on demande, c'est quelque chose qui est fait par défaut, parce que c'est tellement important pour qu'un consommateur comprenne c'est quoi votre business, qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce que vous offrez. J'ai parlé beaucoup de présence organique à date, pour ceux qui connaissent un peu le monde du marketing. Toutes des choses qu'on peut faire, mais grosso modo, qui sont initiées par le consommateur. Si quelqu'un tape, j'ai une chance d'apparaître. Mais qu'est-ce qui arrive si quelqu'un ne tape pas? Comment est-ce qu'on fait pour les rejoindre quand ils ne sont pas dans un mode de découverte de nos produits, nos services? Rentrent en jeu les campagnes de marketing. Évidemment, tout le monde connaît les Facebook et les Google. J'ai montré des exemples plus tôt où on voyait des annonces en haut payantes de Google. Sans rentrer dans les détails, c'est un peu ça leur modèle d'affaires. Tu payes pour un clic, puis tu obtiens du trafic sur ton site dans le but de faire une transaction par la suite. Puis Facebook, bien, vous connaissez dans votre fil de nouvelles, les publicités qui peuvent s'apparaître. Souvent, ce qu'on entend par campagne marketing, c'est un peu une campagne mur à mur. On met de l'argent, la machine fait son travail, puis rapporte de la business. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est que c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus difficile, mais beaucoup plus efficace quand on commence à briser nos campagnes puis les amener au niveau local et même hyper local. Une belle histoire de succès qui démontre exactement ce que je veux dire, c'est Simons, un partenaire de longue date de DAC. Simons, évidemment, met des millions de dollars en toutes sortes de tactiques et stratégies. Ils sont couverts à grandeur du Canada dans différents verticaux. Ils investissent beaucoup dans leurs produits qu'ils veulent vendre, des produits plus pour les ados, des produits pour les adultes. Ils investissent aussi beaucoup dans leurs produits maison et sur toutes les plateformes, les Google, les Facebook, etc. Lorsque la pandémie a frappé en mars, évidemment, le réflexe de toute compagnie et de ce qu'on a vu, ça a été de retirer leurs sous du marché parce que, bon, premièrement, on ne sait pas trop ce qui se passe, fait qu'on ne veut pas dépenser dans le vide. Deuxièmement, tout notre bassin d'emplacement est fermé, donc tout ce qui nous reste, c'est le commerce en ligne. Puis on le sait, le commerce en ligne, il y a 2 ans, n'était pas rendu au point qu'il est rendu aujourd'hui à la force des choses. Simons, par contre, avec notre aide, on a travaillé beaucoup à comprendre comment être capable de remettre ces billes en jeu. Puis en faisant quelques tests locaux, on est capable de comprendre que, en fait, tout le monde avait retiré ses billes du jeu. Puis en fait, c'était un terrain vaste, une espèce de vide intersidéral dans lequel on pouvait vraiment s'amuser puis profiter de la performance et l'absence des compétiteurs. Non seulement pour des mots-clés de leur marque et des mots-clés des produits et services, mais carrément aller investir sur les mots-clés de la compétition. Et tout ce travail-là a donné un mois d'avril. Habituellement, les mois d'avril en commerce de détail, c'est assez tranquille au niveau média puis dispendieux. Mais ça a donné un mois d'avril qui, en fait, a été 3 fois plus profitable qu'un mois d'avril normal parce qu'on était capable de réactiver campagne par campagne, marché par marché, vertical par vertical pour aller tirer le maximum de performance. Je reviens à mon histoire de microscope. C'est en fait le premier jeu scientifique que j'ai eu quand j'étais petit. Puis je l'ai vraiment magané, j'ai vraiment joué avec, mais ça m'a permis de découvrir et de comprendre fondamentalement ce qui nous connectait à la Terre. Ça m'a permis de comprendre les différents éléments qui, une fois empilés un par-dessus l'autre, augmentaient la complexité du système, puis rendaient le tout beaucoup plus fascinant. Probablement mon prochain jouet, mais on reste en ville avec les lumières, c'est moins le fun, on voit moins d'étoiles, mais un télescope nous permet de rêver, nous permet de voir loin, nous permet de grandir. Mais même si on voit loin et on voit grand dans l'univers, il faut comprendre qu'on est toujours fait de petites poussières d'étoiles. Il faut toujours se ramener à qui on est. Fondamentalement, on est des êtres locaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lemay. Je l'aime, moi, votre image du microscope au télescope. On va faire une courte pause et tout de suite après, on aura une autre conférence aussi qui va aborder le marketing. À tout de suite. Merci.